Le système tremble. Jamais depuis l'existence de TVL, le pouvoir n'a été autant placé face à ses propres échecs. Économique, celui qu'on qualifiait de prodige, de Mozart de la finance, a creusé la dette de plus de 1000 milliards d'euros en 7 ans. Sécuritaire, Enzo, Thomas, Lola et combien d'autres ont péri sur l'autel de l'injustice et du laxisme d'État. Géopolitique, ils veulent à présent envoyer nos soldats à la guerre face à une autre puissance nucléaire qui ne nous menace pas. Ils ont conduit la France au désastre. Et pourtant, les médias du système, dont vous assurez la survie financière malgré vous, pointent du doigt non pas cette élite toxique au pouvoir, mais le danger des extrêmes, comme ils disent. Ils obéissent aux ordres, ils vous intoxiquent, ils vous désarment. Sur TV Liberté, nous ne recevons de consignes de personne et nous n'en donnons à personne. Sur TV Liberté, nous vous livrons les clés et vous décidez. Mais pour vivre, TV Liberté doit compter sur votre soutien financier. Pas d'oligarques, pas de subventions, nous ne piquons pas dans votre porte-monnaie comme le service public le fait. C'est vous qui jugez de notre utilité avec votre don. Vous êtes la seule garantie de notre survie, alors je compte sur vous. Bonjour à tous. Le débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944 a marqué la mémoire collective comme l'événement majeur de la libération, éclipsant d'autres opérations qui ont joué elles aussi un rôle capital dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que nous savons tout sur cette gigantesque opération ? Y a-t-il encore des secrets cachés dans les archives ? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Dominique Lormier. Dominique Lormier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, nos téléspectateurs vous connaissent, vous êtes l'auteur de plus d'une centaine de livres, 180 je crois, et vous êtes un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Et là, vous venez de publier simultanément 2 ouvrages, Les vérités cachées de la libération, aux éditions du Rocher, et Nouvelles histoires extraordinaires du débarquement, aux éditions Alésio. Nous allons faire 2 émissions, l'une consacrée au débarquement et l'autre consacrée plus à la libération de l'Europe. D'une manière générale, quel axe avez-vous suivi pour ces 2 ouvrages ? J'ai voulu dévoiler des faits qui étaient méconnus du grand public, et notamment à travers le premier ouvrage, là, les vérités cachées de la libération, de mieux faire connaître certains événements qui n'avaient pas été mis suffisamment en avant. Je pense notamment à l'action de la résistance dans la région du Sud-Ouest, notamment, qui est peu connue. On met surtout en avant la bataille du plateau de l'Iglière, du Vercors, qui ont été des échecs, d'ailleurs, des défaites de la résistance, alors qu'il y a eu des succès assez importants de la résistance dans le Sud-Ouest. Également aussi des figures dont on a voulu en faire des héros, alors qu'on découvre finalement qu'ils ont commis un certain nombre d'erreurs tactiques et stratégiques durant les opérations militaires. Je pense notamment à Rommel, Montgomery et également Patton. Donc j'ai voulu démythifier un certain nombre de mythes et également mettre en avant aussi des faits d'armes peu connus de l'armée française de libération, qui est souvent la grande oubliée, notamment le débarquement de Provence ou d'autres événements militaires où les Français ont été mis en avant. Et également aussi les troupes italiennes qui sont souvent méprisées, je dirais à tort, et qui se sont vaillamment battues au sein de la République sociale italienne, puisqu'ils ont lutté jusqu'au bout aux côtés des Allemands et de Mussolini. Alors je me dis, est-ce que 80 ans après, est-ce qu'on trouve encore des histoires secrètes? Il y a encore des archives qui s'ouvrent? On découvre des choses ou pas? Oui, on découvre beaucoup de choses parce qu'en 2015, les archives ont commencé à s'ouvrir et justement, beaucoup d'historiens de ma génération découvrent maintenant des faits qui balayent tout ce qui avait pu être raconté par les vainqueurs. Il est bien connu que ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire. Alors, il ne s'agit pas de reprendre, bien sûr, la version propagandiste des vaincus. Il s'agit d'avoir une vision panoramique des événements et de dévoiler justement des faits méconnus. Surtout méconnu. Alors maintenant, on va attaquer, si je puis
employer cette expression, le débarquement. Et nous allons parler de deux hommes, de deux figures qui s'affrontent lors de cette bataille de Normandie. Vous les avez cités tout à l'heure, Rommel et Montgomery, dont vous dites qu'ils furent mythifiés par la propagande. Alors on va commencer par Rommel. Tiens. Rommel a été, je dirais, l'archétype de l'officier qui a été mis en avant par le Troisième Reich, étant donné qu'il venait pas de l'aristocratie, il vient de la moyenne bourgeoisie. Il est né en 1891. Au sein d'une famille dont le père est professeur. La mère est issue de la petite noblesse, mais néanmoins, lui est véritablement, Rommel, un guerrier né, c'est-à-dire un homme de terrain. Ouais. Il participe à la Première Guerre mondiale dans un régiment d'infanterie, puis il intègre, à partir de 1915, un bataillon de montagne du Württemberg, qui va se distinguer en Roumanie, d'abord dans les Vosges, en Roumanie, et ensuite après sur le front italien, durant la bataille de Caporetto, où il gravit rapidement les échelons, puis après il est placé en état-major, il va connaître un peu l'état-major, puis durant la République de Weimar, il est également au sein d'un régiment d'infanterie, puis au moment de la montée du Troisième Reich, il va être mis en avant par le régime, étant donné que c'est vraiment l'archétype de l'officier guerrier qui s'est distingué. Il a été décoré pour le mérite, la plus haute distinction militaire allemande. Il s'est illustré comme un soldat intrépide. Il était toujours en première ligne aux côtés de ses hommes. Et petit à petit va se créer une légende autour de lui, puisqu'il va être chargé de la garde rapprochée d'Adolf Hitler. Ribbentrop voit tout de suite en lui l'officier du national-socialiste type. Il est pas très grand, il est plutôt râblé, mais très costaud, musclé, ouais. Et il a vraiment un physique allemand. Donc c'est vraiment, je dirais, l'officier qui convient parfaitement au régime pour le mettre en avant. Puis ensuite, il va côtoyer donc Hitler de près, et puisqu'il va faire partie il va commander sa garde rapprochée. Puis ensuite, on va lui donner le commandement d'une division bien blindée, la 7e Panzer Division, où il va s'illustrer durant la campagne de 40. Néanmoins, on voit déjà certains aspects, je dirais, moins glorieux du personnage, c'est-à-dire il a tendance à s'attribuer des faits qui sont en vérité non pas au sein de sa division, mais au sein du corps d'armée, oui. Parce qu'il est rattaché à un corps d'armée où il y a également la 5e Panzer Division du général Hoth, et il va notamment s'attribuer un certain nombre de faits durant la campagne de 40. En vérité, il essaye d'éviter certaines poches de résistance française pour aller en profondeur et justement désarçonner véritablement l'adversaire. Et notamment, il va affronter la première division cuirassée durant un combat à Flavion, où il va perdre un certain nombre de chars. Il va justement dérouter ensuite sa division pour éviter un engagement frontal contre les chars lourds français B1 bis, contre lesquels les chars allemands sont assez impuissants. Puis il va foncer jusque vers les côtes du Nord. Et à ce moment-là, il y a une contre-attaque britannique et franco-britannique à Arras, qui va être une des causes, je dirais, de l'échec justement des Allemands à Dunkerque, puisqu'il va dire qu'il est attaqué par plusieurs divisions alliées alors qu'il s'agit simplement d'un groupement blindé britannique. Et justement, ça va freiner l'avance des Allemands à Dunkerque, puisque les Allemands vont estimer qu'ils sont contre-attaqués par plusieurs divisions alors qu'il s'agit simplement d'un groupement blindé, ce qui va ralentir justement la progression des Allemands vers Dunkerque et permettre justement aux Alliés d'assurer la défense de la poche de Dunkerque. Mais c'est principalement dans l'Afrika Korps qu'il s'illustre. Oui, absolument. Alors, il est envoyé au début de l'année 41. Il va commander l'Afrika Korps, qui est un corps motorisé allemand. Il y a notamment 2 à 3 divisions. Et il a sous ses ordres également les unités italiennes, qui vont d'ailleurs s'illustrer aussi très vaillamment. Et finalement, il ne tient pas compte des conseils du haut état-major italien qui lui demande de ralentir pour assurer la logistique, mais c'est un fonceur. Et ça va être une des causes d'un de ses premiers échecs, notamment devant Tobrouk en 1941. Il doit retraiter et de nouveau relancer une offensive durant le mois de mai-juin, où il va affronter la première brigade française libre à Bir Hakeim, où les Français vont opposer une résistance acharnée pendant 3 semaines, ce qui va ralentir la progression des Allemands jusqu'en Égypte, à El Alamein, où là, il va tomber sur Montgomery et essuyer un échec militaire où il sera contraint à reculer. Montgomery, on va revenir à Rommel après. Donc Montgomery, lui, commence sa carrière militaire glorieusement également. Également, durant la Première Guerre mondiale, il est né en 1887, ils sont pratiquement de la même génération. Lui est issu d'une famille très rigoriste, de chrétiens très rigoristes, je dirais presque à la limite intégristes, et si bien qu'il sera extrêmement influencé par son milieu familial, et il cultivera une sorte d'ascétisme lorsqu'il sera dans l'école militaire. Il ne boit pas, il ne fume pas, etc. C'est quelqu'un qui est un peu, je dirais, complexé
délaissé de ses origines sociales, il vient d'un milieu plus modeste que les grandes écoles britanniques, où il va se retrouver avec des officiers de l'aristocratie. Donc il combat à Dunkerque également, où il se bat d'ailleurs vaillamment. Durant la Première Guerre mondiale, il est blessé au début des opérations et après il va se retrouver en état-major. Durant la Seconde Guerre mondiale, il débute donc à Dunkerque, durant la campagne de France. Il réussit à échapper à la capture et il participe à la mise au plan de l'opération de Dieppe en 1942, qui serait un désastre. Puis il est envoyé en Afrique du Nord, où il prend le commandement de la 8e armée britannique, où il va s'illustrer durant la bataille d'El Alamein. C'est là où il rencontre Rommel. Voilà, et d'ailleurs il va baptiser un de ses chiens Rommel et l'autre Hitler. Il avait un côté, je dirais, assez excentrique, typiquement british, ce qui donnait un aspect sympathique du personnage. Il était très proche de ses hommes et il était assez critique vis-à-vis des officiers qu'il avait à ses côtés. Il a eu une attitude parfois assez égocentrique, comme ça sera le cas aussi de Rommel et également de Patton. Donc les deux hommes vont se retrouver en Normandie, si je puis dire, parce que Hitler a confié à Rommel la défense des côtes. Voilà, Rommel va prendre le commandement d'abord des fortifications et de la défense des côtes de l'Atlantique, et ensuite le groupe d'armées, la 7e et la 15e armée, où là, il est sous les ordres du maréchal von Rundstedt. Là, il rentre en conflit avec lui parce que lui veut que les divisions blindées soient au plus près des plages. Il estime que le jour J, le jour J sera le jour où véritablement la guerre pourra être gagnée ou perdue. On arrête à arrêter directement sur les plages les troupes britanniques et américaines. À ce moment-là, l'Allemagne sera assurée peut-être d'un succès et je dirais d'un échec pour les Alliés au moment du débarquement dès le premier jour. Donc dès le premier jour, il veut l'engagement des Panzerdivisions, alors que von Rundstedt, lui, préfère les avoir plus éloignés des côtes, parce que von Rundstedt a gardé le souvenir de la Sicile, où des Panzerdivisions avaient été trop engagées à ce moment-là et elles avaient été détruites par l'artillerie navale. Donc je dirais, les deux points de vue se défendent, mais néanmoins, on peut estimer que effectivement, Rommel avait raison de ce côté-là. Néanmoins, il se trompe, puisque le 6 juin, il n'est pas là au moment du débarquement. Il estime qu'il n'aura pas lieu le 6 juin. Il est en train de fêter l'anniversaire de son épouse. Et en plus, il se trompe sur le lieu du débarquement, alors qu'Hitler a eu l'intuition que le débarquement pouvait avoir lieu en Normandie. Rommel reste persuadé qu'il va avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Et jusqu'au mois de juillet, il va être persuadé que le débarquement en Normandie est simplement une feinte pour justement fixer justement certaines Panzerdivisions, alors que les Alliés, d'après lui, vont débarquer dans le Pas-de-Calais. Il attribue, je dirais, des effectifs aux Alliés 2 fois plus importants que la réalité. Donc on peut dire qu'il a été mystifié par les Alliés, Rommel ? Alors, il a été mystifié à la fois par les Alliés, effectivement, notamment par les Anglais au début qui ont essuyé pas mal d'échecs en Afrique du Nord, et donc ils ont voulu mettre en avant les compétences de Rommel pour cacher justement leur médiocrité au niveau du commandement, et face à leurs échecs contre également les troupes italiennes, il convient de le souligner, et également le fait que Montgomery avait une certaine admiration pour Rommel. Et donc, véritablement, Rommel a été véritablement mis en avant aussi par l'historiographie anglo-américaine qui ont voulu le présenter comme un génie tactique et stratégique. Alors, sur le plan tactique, c'était véritablement un officier tout à fait compétent. Sur le plan stratégique, il a commis un certain nombre d'erreurs, comme d'ailleurs le haut commandement allemand. Donc, erreur d'appréciation sur le lieu du débarquement, sur la date, mais ça, il n'est pas le seul. Oui, absolument. Personne ne le sur la date et également sur le lieu réel du débarquement. Alors que Hitler est véritablement persuadé que le débarquement aura lieu en Normandie. Non, ils n'ont pas d'informations particulières non plus. Alors si, il commence à avoir des informations. Alors on a estimé souvent qu'ils n'en avaient pas eu. Les récentes recherches historiques ont dévoilé qu'il y a eu des informations, puisqu'ils avaient quand même renforcé petit à petit le front le secteur de Normandie. Alors, est-ce qu'ils ont commis l'un et l'autre des erreurs au moment du débarquement ? Est-ce que Rommel réagit comme il faut le 6 juin 1944 ? D'abord, le 6 juin, malheureusement, il n'est pas là. Puis après, il est assez brouillon. On ne retrouve pas le Rommel de la campagne de 40 ou des débuts de la guerre en Afrique du Nord. Il est contraint à une guerre défensive qu'il assume très mal, et il disperse ses troupes, et surtout, il fixe une grande partie de ses Panzerdivisions dans le secteur face à Montgomery. Il est tombé dans le piège que lui a tendu Montgomery, c'est-à-dire de vouloir essayer de rejeter, de défendre Caen, qui est un point stratégique, et de vouloir rejeter d'abord les Britanniques à la mer, en fixant la majorité de ses Panzerdivisions face aux Britanniques, alors que la percée a lieu dans le secteur américain au mois d'août 1944. Mais
Mais en revanche, du côté allié, Montgomery, lui aussi, commet des erreurs. Il y a beaucoup d'occasions manquées. Alors, il y a pas mal d'occasions manquées, effectivement. Néanmoins, c'est un fin tacticien, c'est-à-dire il utilise beaucoup l'artillerie, et l'artillerie était un des points forts de l'armée britannique. L'infanterie est assez diminuée du fait des précédentes campagnes. Il faut savoir que les divisions britanniques, en moyenne, sont constituées à peu près de 16 000 hommes, donc 4 000 sont véritablement des combattants effectifs. Donc, c'est des effectifs extrêmement réduits par division. Par régiment, il y a surtout des fusils mitrailleurs Bren et pas l'équivalent des MG42 allemandes, des mitrailleuses allemandes qui tirent 1200 coups à la minute, alors que les FM Bren tirent 500 coups à la minute. Donc, il y a véritablement, je dirais, au niveau de l'armement léger, je dirais, une puissance réelle du côté allemand. Et néanmoins, Montgomery est un tacticien hors pair, c'est-à-dire qu'il va petit à petit contraindre les Allemands à engager la majorité de leurs troupes, 75% des Panzerdivisions, face à l'artillerie britannique, où à chaque fois les contre-attaques allemandes vont se casser les dents face justement au déluge de feu de l'artillerie britannique. Néanmoins, Montgomery, comme vous l'avez souligné, va également louper un certain nombre d'occasions. Il aurait pu enfoncer le front dès le 7 juin. À ce moment-là, les défenses allemandes étaient totalement désorganisées. Il va buter sur Caen alors qu'il aurait pu s'emparer de Caen dès le 6 juin. Mais c'est un homme méthodique, c'est-à-dire il avance petit à petit. Les prévisions étaient de prendre Caen dès le 6 juin au soir dès le 6 juin ou dès le 7 juin ou dès la première semaine du débarquement. Alors que ça va tomber finalement simplement vers la mi-août, donc véritablement du fait après de l'arrivée des renforts allemands, une résistance acharnée des troupes allemandes, notamment des divisions SS. Alors, le débarquement et la bataille de Normandie qui suit, c'est aussi une histoire de combattants, de soldats sur le terrain. Et dans votre livre, après avoir évoqué donc Montgomery, Rommel et puis effectivement les premiers combats, vous donnez le point de vue de différents belligérants, différents combattants, de tous les côtés, différents héros. Alors, ça dépend de quel côté, bien évidemment. On se place. On se place. Et le premier que vous évoquez, d'ailleurs, c'est un Allemand. Oui. Qui n'a rien d'un héros, d'ailleurs. Oui. Qui est un combattant, j'allais dire, de base. C'est un simple fantassin de la 352e division d'infanterie, c'est Heinrich Severloh. Et alors lui, en revanche, Heinrich Severloh, pour ceux qui connaissent Omaha, on les invite effectivement à aller, c'est au milieu de la baie, oui. Hein, c'est le WN 62, et on est vraiment au milieu de la baie de la plage de Colville. Oui. Et lui se trouve effectivement le 6 juin au matin face à l'Armada. Et il raconte son histoire. Absolument. Alors, qu'il vous a confié, que vous l'avez rencontré. Voilà, j'avais eu l'occasion de le rencontrer. Il me semble, si j'ai bonne mémoire, que c'était en 1994. Donc, je l'avais rencontré et il faut se dire qu'il a 18 ans. Hein. Oui. Il est né le 23 juin 1923 à Metzingen. Et il est donc mitrailleur au sein de la 352e division d'infanterie à Colville-sur-Mer, sur la plage de Omaha Beach, où sont concentrés à peu près 3000 soldats allemands. Ils vont recevoir le choc de 34 000 soldats américains, notamment la fameuse division qu'on voit dans le film Le Soldat Ryan, la Big Red One, la première division d'infanterie. Et il va combattre, il se trouve à ce moment-là à 6h30 face à l'armada alliée qui va déferler, et durant 9 heures, il va tirer 12 500 cartouches avec sa mitrailleuse MG42 et 400 avec son fusil Mauser. Quelle est son impression? Qu'est-ce qu'il livre comme impression quand la brume se lève, quand le jour se lève? Ah bah là, il est dans un état, je dirais, de stupéfaction totale. Il découvre une véritable armada, il les voit arriver sur lui. Il y a également un déferlement d'artillerie. Heureusement, l'artillerie va être peu précise. Et elle tape plus loin. Elle tape beaucoup plus loin. Il y a également un bombardement aérien qui tape beaucoup plus loin également, si bien que les défenses allemandes de première ligne au bord de la plage sont peu entamées, si bien qu'elles vont être en mesure de pouvoir recevoir, je dirais, à leur juste mesure, la déferlante du débarquement, en causant des pertes énormes aux Alliés, puisque les Américains vont perdre environ 4000 hommes rien que le 6 juin sur la plage de Omaha Beach. Ça va être un véritable bain de sang que restitue d'ailleurs très bien le film Le Soldat Ryan. Et lui, donc, comme je l'ai rappelé, il va tirer 12 500 cartouches. Donc il tire toute la journée. Il tire pratiquement toute la journée, pendant 9 heures, avec sa mitrailleuse MG42, qui est une mitrailleuse qui tire quand même 1200 coups à la minute. Puis ensuite, il est légèrement blessé, sa mitrailleuse est endommagée, et il continue de tirer ensuite avec son fusil Mauser durant encore plusieurs heures. Puis finalement, il est contraint à reculer du fait d'un nouveau pilonnage d'artillerie, cette fois de l'artillerie navale, si bien qu'il rejoint
rejoint un poste de secours et il va être capturé le lendemain, le 7 juin. Et pendant tout ce temps-là, il est ravitaillé en Oui, munitions. il a de toute façon un pourvoyeur qui est là pour le ravitailler, qui appartient à une unité voisine, si bien qu'il est véritablement cramponné à sa mitrailleuse et il tire, justement pour ne pas être tué, parce qu'effectivement, il a énormément peur d'être tué par les Américains, puisqu'il voit arriver sur lui toute la déferlante du débarquement, les soldats qui sortent des pays de débarquement, etc., et qui sont mitraillés et qui subissent des pertes terribles, puisqu'ils sont à la fois mitraillés donc par les mitrailleuses, tirés au fusil Mauser, mais également il y a des tirs également de mortier qui causent des pertes énormes dans les troupes américaines. Alors, ce qui est assez saisissant dans ce qu'il vous raconte, c'est qu'il raconte déjà, il attend que les soldats aient l'eau jusqu'au genou, qu'ils soient assez ralentis. Mais est-ce qu'il se rend compte véritablement de ce qu'il est en train de faire? Il va se rendre compte plus tard. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il est tellement pris dans le feu de l'action que, je dirais, il y a l'adrénaline. Donc, véritablement, il est cramponné à sa mitrailleuse, sauf qu'il peut, c'est-à-dire, je tire, sinon je serai tué. Et c'est finalement des décennies plus tard qui va avoir une prise de conscience. Il va d'ailleurs nouer des contacts avec des anciens combattants américains. Il reviendra plusieurs fois en Normandie. Et donc, véritablement, il va s'attacher à la Normandie et il va nouer des contacts avec les Américains, des vétérans américains qu'il avait en face de lui lors du débarquement. Ah oui. Il y aura une prise de conscience. Il se rendra compte également de l'horreur du régime national-socialiste, bien entendu. Et véritablement, il va faire une sorte de retour sur lui-même, un peu spirituel, où il va nouer des contacts, je dirais, amicaux avec ces soldats qu'il avait combattus. On sait combien de personnes il a pu tuer dans cette journée? Alors on estime qu'il y a eu à peu près 1 millier de tués ou blessés. Voilà, de tués ou blessés sur les 4000 soldats américains. À partir de son point d'appui. Voilà, à partir de son point d'appui, parce qu'il était véritablement dans l'axe où il y a eu le gros du débarquement. C'est-à-dire, avec sa mitrailleuse, donc il a pu pilonner véritablement les Américains. Et il faut savoir que la mitrailleuse MG42 est une mitrailleuse, je dirais, extrêmement performante, puisqu'elle tirait 1200 coups à la minute, et elle équipe toujours la Bundeswehr, ainsi que d'autres armées. Ils ont changé le nom, ils l'appellent la MG3, mais c'est exactement la même mitrailleuse qui était en service durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc ce qui lui a valu plus tard dans la presse, je crois, le nom de boucher de Omaha. Voilà, le boucher de Omaha Beach. Bon, il appréciait modérément, bien entendu, mais après, du fait qu'il a noué des contacts avec les anciens soldats alliés, effectivement, ça a donné un aspect beaucoup plus sympathique du personnage. Et il faut savoir que les Allemands ont résisté donc pendant 9 heures avec 350 hommes face à une déferlante de 34 000 soldats américains, ce qui montre que cette division s'est vraiment battue très vaillamment concernant, je dirais, notamment ce régiment ce régiment allemand. Alors en face de lui, il y a des Américains, il y a des Français et des Britanniques. On va en prendre quelques-uns. Vous racontez l'histoire de Mark Russell, qui est un fantassin américain de base. Voilà, justement de la première division d'infanterie. Il est né en 1920. Il intègre cette division début 1944 en Grande-Bretagne et il est décédé en 2015. Et puis, au sein de cette division, qui est la division véritablement la plus prestigieuse de l'armée américaine, elle s'est illustrée durant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est la division qui débarque à Omaha Beach, qui d'ailleurs qui est rendue célèbre également par le soldat Ryan, puisque c'est exactement cette division-là qu'on voit justement opérer dans le film. Et c'était une division qui a compté jusqu'à 44 000 hommes et qui a quand même eu pratiquement plus de 21 000 pertes durant la période de la campagne de l'Ouest. C'est-à-dire du débarquement de Normandie jusqu'à la campagne d'Allemagne, elle a eu la moitié de ses effectifs qui ont été mis hors de combat et elle perd pratiquement 4 000 hommes dès le 6 juin 1944. Donc ce vétéran Russell, vous l'avez également rencontré, il vous a confié ses souvenirs. Voilà, alors il m'a confié ses souvenirs, ça a été vraiment un moment cauchemardesque pour lui. J'ai même appris qu'il dormait plusieurs années après, caché sous un oreiller avec un Colt 45, parce qu'il avait vraiment subi des chocs qu'on peut appeler aujourd'hui
aujourd'hui en jargon militaire de choc post-traumatique. Oui, c'est ça. Donc il a été véritablement traumatisé par ce combat, et puis après il a enchaîné avec la campagne de Hollande et la campagne d'Allemagne. Il voudrait revenir à son expérience du débarquement, donc il nous raconte vraiment comme il est dans la péniche de débarquement. Voilà, alors il sort de l'eau, il voit tomber tous ses camarades, la plupart meurent, lui arrive, il a le réflexe, étant donné qu'il a eu quand même un très bon entraînement militaire, il suit les vétérans, il a la présence d'esprit de suivre les vétérans qui ont déjà fait la guerre en Tunisie. C'est pas son premier combat, lui, quand même. Lui, c'est véritablement son premier combat. Donc, il découvre véritablement l'horreur le premier jour. Mais il a la présence d'esprit de suivre les vétérans. Il se rend compte que les vétérans ne restent pas figés sur la plage où où les autres se font véritablement descendre. Et il va je dirais, à un endroit où il est à l'abri, derrière un mur anti-char, justement, qui a été en partie détruit, et ce qui lui permet de s'abriter avec les restes de son unité. Puis il reste cloué durant plusieurs heures où ils subissent véritablement un matraquage, et finalement ils arrivent à trouver une brèche, notamment par des soldats américains plus endurcis qui trouvent une brèche dans les défenses allemandes, et c'est à ce moment-là qu'il s'engouffre et il est amené à un combat au corps à corps puisqu'il tue même un Allemand d'un coup de baïonnette au ventre. Et il a d'ailleurs le visage, je dirais, de l'Allemand qui va le hanter durant des années, d'un jeune soldat allemand. Puis ensuite, après, il participe, je dirais, à la progression des troupes américaines après la conquête de Omaha Beach. Alors, il y a un autre soldat américain qui, lui, est connu. Il est connu pour ceux qui passent à Sainte-Mère-Église. Voilà. Alors, l'histoire est certainement un peu exagérée. Vous allez nous dire, c'est John Steele, celui qu'on voit dans le film, non pas le soldat Ryan, mais dans le jour le plus long. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce John Steele ? Alors lui, il est né en 1912 et il a intégré la 80e division aéroportée. Et notamment le 505e régiment, donc aéroporté. Il participe d'abord au combat en Sicile en 43 où il se casse la jambe en Sicile, puis de nouveau il intègre ensuite de nouveau cette unité après avoir été soigné, et il participe donc dans la nuit du 5 au 6 juin au saut en parachute sur Sainte-Mère-l'Église. Alors, bien sûr, effectivement, ça a été un peu romancé dans le film Le jour le plus long. Il n'est pas tombé exactement à l'endroit qui était indiqué dans le film. Normalement, ils auraient dû être parachutés à quel endroit ? Alors, ils auraient dû être parachutés un peu plus loin, et justement, les pilotes qui pilotaient les avions étaient effrayés par la puissance de la flaque allemande, donc ils ont largué au plus vite les parachutistes. Ils étaient gênés également par le vent qui soufflait assez fort, si bien que finalement, il a été parachuté, il tombe directement sur le village, là, et alors, il y a eu différentes versions sur l'endroit où il a atterri véritablement. C'est contesté comme quoi il aurait atterri sur le clocher de l'église, mais il a atterri, semble-t-il, plutôt sur un des toits de l'église, où il est resté accroché. Alors, contrairement à ce qui a été annoncé souvent par lui-même, parce qu'il avait un côté un peu mythomane, donc on a dû remettre, je dirais, d'aplomb par la suite le bon grain de livret. Il a été effectivement blessé, certainement par un éclat au pied, et certainement pas par un tir d'un soldat allemand qui l'avait repéré d'en haut. Et finalement, il a été fait prisonnier par la suite par un soldat allemand, Rudolf May. Il a été blessé, il a été soigné dans un hôpital de campagne à l'arrière. Il parvient à s'évader 3 jours plus tard, puis il participe à la campagne de Hollande et à la campagne d'Allemagne en 44-45, et il décède en 69. Et il va revenir plusieurs fois. Il est quand même resté longtemps accroché à ce toit Oui, alors il y a différentes versions qui disent que comme quoi il n'aurait pas été accroché, et d'autres qui disent qu'il a été accroché, mais pas certainement du côté du clocher de l'église, mais plutôt sur le toit. Sur le toit, voilà. Et il n'était pas le seul. Il y avait également un autre parachutiste américain qui a été accroché aussi sur le toit. Et on a le témoignage du soldat allemand qui l'a. Oui, alors par contre, ça, on a retrouvé le témoignage de ce soldat allemand qui l'a justement. Justement, ça a permis de vérifier, je dirais, la véracité des faits concernant son histoire, comme quoi il avait bien été capturé sur le toit, et justement par ce Rudolf May, ce soldat allemand. Bien. Alors maintenant, on va passer du côté français, parce que les Français étaient là aussi lors du débarquement.
Notamment avec les commandos Kiefer, de fusiliers marins commando. De la France libre, et l'un des plus connus d'entre eux qui est mort récemment. Oui, qui est décédé en 2023, c'est Léon Gauthier. Alors, quelle est l'histoire de Léon Gauthier ? Il était né en 1922, donc c'est quelqu'un qui est mort à 101 ans. Il s'était engagé d'abord dans la Marine nationale en février 1940, au sein du cuirassé Courbet, qui va être un cuirassé qui va rallier la France libre. Dès le 13 juillet 1940, il intègre les forces navales françaises libres. Puis, en 1943, il intègre le 1er bataillon de fusiliers marins commando, qui est commandé par un certain lieutenant de vaisseau, Philippe Kiefer, qui va regrouper 177 hommes et qui, le 6 juin 1944, à 7h55, va débarquer à Colville-sur-Orne, à Sword Beach. Oui, mais alors, qui sont ces fusiliers marins commando ? Alors, ce sont des Français libres, donc, qui ont rallié le général de Gaulle. Ce sont pour la plupart des aventuriers, c'est-à-dire des hommes d'action. Ils vont subir l'entraînement des commandos britanniques, qui est je peux vous assurer, un entraînement de très haut niveau. Il y a pas mal d'hommes qui échouent au bout de quelques semaines, même au bout de quelques jours. Ce sont des entraînements qui ont lieu notamment en Écosse, dans des conditions extrêmement difficiles. Mais lui, c'est un Breton pur qui est né à Rennes, donc comme je l'ai dit auparavant, en 1922, et c'est véritablement un homme qui a une mentalité de guerrier, véritablement, de baroudeur, de combattant, c'est qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement courageux. Et il va combattre durant plusieurs semaines, donc sur le front normand. Donc en Normandie, ils sont débarqués, ils sont parachutés, ils arrivent avec Non, des planeurs. ils arrivent le 6 juin à 7h55, ils débarquent donc à Colville-sur-Orne et ils vont s'emparer des fameux fortins allemands. Quelle est leur mission ? Alors c'est de s'emparer de plusieurs points clés allemands et notamment d'un fameux fortin allemand qu'on voit dans le jour le plus long qui a été, je dirais, représenté sous la forme d'une énorme bâtisse, alors qu'en vérité il s'agit en réalité d'un bunker, d'un point d'appui allemand assez dur à prendre, où les Français libres vont subir un certain nombre de pertes, mais à un moment ils vont réussir à s'en emparer grâce notamment à l'appui d'un char que le lieutenant de vaisseau Kiefer, qui a été bien blessé à la jambe, est allé récupérer et qui va permettre de dégager la position et de permettre ensuite au commando Kiefer de progresser à l'intérieur des terres et de mener une guerre de position qui va perdurer durant pratiquement près de 2 mois, pendant plus de 70 jours, contre des troupes allemandes, notamment des troupes SS, où le commando Kiefer sera engagé aux côtés de troupes britanniques, où va s'illustrer notamment, bien entendu, notre Léon Gauthier. Bien. Alors, on va en terminer avec le débarquement, parce que dans ce livre, une nouvelles histoires extraordinaires du débarquement et de la libération, vous faites aussi, ça m'a surpris, effectivement, à des femmes, donc notamment 2 femmes, Jeanne Boëck, parachutiste de la France libre, je ne savais pas qu'il y avait eu des femmes parachutistes de la France libre, et également une autre femme, Paulette Jacquier. Et non, celle qui m'intéresse, c'est Violette Sasbeau. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter, il nous reste quelques minutes, les aventures, enfin les histoires de Jeanne Boëck et de Violette Sasbeau? Alors Jeanne Boëck a subi un entraînement au sein du BCRA, elle a rejoint la France Libre. Qu'est-ce que c'est que le BCRA? C'est le Bureau central de renseignement et d'action, ce sont les services spéciaux de la France libre. Donc elle avait déjà fait de la résistance en Bretagne, puis ensuite elle a rejoint, elle était recherchée par la Gestapo, elle a rejoint la France libre du général de Gaulle, et elle a subi un entraînement pour être parachutée sur les arrières des troupes allemandes, avant même le débarquement, pour mener des opérations de sabotage, de manière à fixer un maximum de troupes allemandes, notamment sur les arrières, et notamment en Bretagne. Et elle n'est pas parachutée toute seule, j'imagine. Elle est parachutée avec une équipe, elle va être surnommée d'ailleurs la plastiqueuse à bicyclette, parce qu'elle se dépasse à bicyclette et elle plastique un peu à différents endroits, si bien ça va énormément perturber les arrières des troupes allemandes, et elle sera faite d'ailleurs compagnon de la libération par le général de Gaulle par la suite. Quant à Violette Sasbeau, elle c'est le SOI, c'est-à-dire les services spéciaux britanniques. Elle est tombée d'ailleurs amoureuse d'un Français qui sera tué au combat à Bir Hakeim, et elle va rejoindre donc ce SOI britannique. Elle habitait Londres à l'époque et elle va subir un entraînement extrêmement poussé. Elle va être engagée ensuite sur les arrières des troupes allemandes aussi, où elle va mener aussi des opérations de sabotage. Le même principe. Voilà, principalement, comme l'aura fait également aussi donc la précédente personne que nous avons citée au sein de la France libre, mais elle au sein des troupes britanniques. Bien, Dominique Lormier, merci. Donc je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage, parce que là on n'a parlé que de 4 ou 5 personnes, mais il y en a d'autres. Et puis pour apprendre donc,
quelques vérités, non pas forcément secrètes ni cachées, mais du moins méconnues, qui ne sont pas mises Absolument. en avant, parce qu'on ne peut pas tout, notamment dans les manuels scolaires, on ne peut pas tout apprendre. Absolument. Donc là, c'est vraiment un bon complément. Donc avant de nous quitter, peut-être un conseil d'une exposition à aller voir jusqu'au 5 janvier 2025. C'est le musée de la Romanité de Nîmes qui présente une exposition centrée sur Achille, héros légendaire de la guerre de Troie. Partant de la découverte d'une mosaïque monumentale mise au jour lors des fouilles de l'antique cité de Nîmes, elle retrace le parcours de ce personnage mythique aux multiples facettes qui fascinent depuis l'Antiquité. Le visiteur est invité à redécouvrir Achille et le mythe de la guerre de Troie grâce à un parcours immersif jalonné de 100 pièces exceptionnelles. Le parcours commence par une brève présentation du héros grec, considéré comme le guerrier mythique par excellence, demi-dieu puissant et sensible, glorieux mais contrarié, agile mais fragile. La visite se poursuit avec une remise en contexte de la guerre de Troie, les origines de cet affrontement légendaire pouvant être facilement appréhendées par le biais d'une carte interactive installée sur un écran tactile. Une exposition subtile et captivante à découvrir donc au très beau musée de la Romanité à Nîmes. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Et vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et la petite histoire. Mais avant, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Ah, le Moyen-Âge. Vous savez ce qu'on dit sur le Moyen-Âge? Durant le Moyen-Âge, 1 million de sorcières furent brûlées pendant l'Inquisition. Vous savez combien d'erreurs contient cette phrase? 4. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà contenu dans une seule phrase des siècles de propagande anticléricale et ce qu'on pourrait appeler anti-Moyen-Âge, mais les deux sont liés. Alors premièrement, ça n'était pas au Moyen-Âge. Officiellement, je dis bien officiellement, car le Moyen-Âge est une période très floue. Ah oui, t'es marrant toi, ça dure 1000 ans quand même. Le Moyen-Âge prend fin en 1492. Et pour qui s'intéresse de près à la chasse aux sorcières, on se rend compte que dans la très large majorité, les bûchers ont été allumés de 1550 à 650, soit à la période moderne, la Renaissance. Mais vous savez, depuis les Lumières, le Moyen-Âge étant profondément chrétien, c'était forcément une période obscurantiste. Mais oui, le Moyen-Âge était rempli de croyances et de superstitions, et donc les gens forcément étaient pris dans leur peur, pauvres apeurés qu'ils soient, avant que Voltaire et ses amis ne viennent les éclairer. Le deuxième mensonge dans cette phrase ahurissante, c'est que le chiffre de 1 million est totalement fantasmatique. Si on s'appuie sur les travaux de tous les historiens qui ont travaillé sur le sujet, on arrive en gros à un chiffre compris entre 30 000 et 50 000 sorcières brûlées. Ce qui est déjà énorme, mais on est loin du chiffre multiplié par 20 qu'on nous donne habituellement. La troisième mystification, c'est que ce ne fut pas que des sorcières au sens féminin du terme. Si au début, évidemment, on brûlait des paysannes à la campagne, les choses vont changer, surtout lorsque la chasse aux sorcières va s'installer en ville et que c'est les femmes qui vont devenir bourreaux. Évidemment, la très large majorité de la chasse aux sorcières sont des femmes, ça personne ne le conteste, mais pas que, il y a eu aussi des homosexuels, des gens du voyage, etc. et des hommes qu'on prenait tout simplement pour des sorciers. Quatrième mensonge, et c'est sans doute le plus gros après celui qui place la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, elle aurait été le fait de l'Inquisition. Là aussi, c'est une mystification mue évidemment par l'anticléricalisme car les sorcières étaient poursuivies et brûlées par des tribunaux laïques. La procédure était inquisitoire, certes, mais pas inquisitoriale et c'est toute la différence. Mais quelle est-elle cette différence? Si on parle de l'Inquisition avec un I minuscule, on parle de la procédure inquisitoriale qui était une enquête. Si on parle de l'Inquisition avec un I majuscule, cette fois on parle du tribunal ecclésiastique qui était en charge de la lutte contre l'hérésie. Ce qui n'a rien à voir. Mais déjà, il faut dire que avant la procédure inquisitoriale, les procès en général se déroulaient selon la procédure accusatoire. C'était au plaignant d'apporter les preuves de ce qu'il avançait, et s'il ne parvenait pas à le faire, il devait dédommager celui qui l'accusait. Dans la procédure inquisitoire qui a remplacé la procédure accusatoire, c'est l'autorité qui prenait en charge les procès, et cette fois, on enquêtait sur l'accusé. C'était à l'accusé de se dédouaner des charges qui pesaient sur lui, à condition que les dénonciations soient suffisantes, évidemment.
Pour en revenir à nos moutons, ce sont bien les tribunaux laïcs qui jugeaient les présumées sorcières, et justement l'intervention de l'Inquisition dans ces affaires aura plus servi à épargner aux accusés la fureur populaire dont elles étaient l'objet, car c'est bien de la fureur populaire dont elles étaient victimes. L'Église a donc requalifié en hérésie ce qu'on prenait pour de la sorcellerie, et a donc tenté de convaincre plutôt que de punir sauvagement. Et de toute façon, tout ce qu'on connaît sur l'Inquisition et ce qui a été repris par tous les historiens et tous les philosophes viennent de ce monsieur Étienne de la Motte-Langon, qui a inventé tout un tas de choses sur l'Inquisition. Pour lui, par exemple, la chasse aux sorcières est la suite logique de l'Inquisition menée à l'encontre des cathares. L'Église, s'étant débarrassée du problème cathare, aurait ensuite concentré son énergie sur les sorcières, comme ça, pour le plaisir. Des accusations qui ont été reprises par Michelet et toute la fine équipe, quoi. Michelet qui est d'ailleurs l'inventeur d'un mythe persistant sur le Moyen-Âge qui est le droit de cuissage, mais ça mériterait un sujet entier. Et pour savoir précisément tout ce qui a été dit et surtout inventé sur le Moyen-Âge et qui est derrière tout ça, je vous renvoie au livre de Marion Sigaud, La chasse aux sorcières et l'Inquisition. Salut Marion. Donc on a vu que c'était des tribunaux laïques, on a vu que ça n'était pas au Moyen-Âge, on a vu que ça n'était pas que des femmes, on a vu que l'Inquisition n'avait rien à voir ou presque là-dedans, mais surtout ce qu'on oublie de dire, c'est que l'immense majorité des sorcières ont été brûlées en pays protestants, sur lesquels l'Inquisition n'avait bien sûr aucune prise puisqu'elle était issue de l'Église catholique de Rome. Déjà, l'émergence de la réforme à la fin du Moyen-Âge a entraîné tout un tas de doutes et de peurs dans la population. Il n'y avait plus de repères, la foi était en recul et partout on craignait le diable et ses vilaines créatures. Non seulement il y avait des démons partout, mais ils étaient secondés par des humains, les sorciers et les sorcières. Car la peur de la sorcière, profondément, c'est la peur du diable. Et évidemment, dans une société tiraillée par la peur, comme toujours, on cherche un bouc émissaire. Pourquoi ce fut plus l'affaire des pays protestants plutôt que les pays catholiques? Pas parce que les protestants sont plus méchants, mais surtout parce qu'il n'y avait plus d'autorité chez les protestants. Comme ils rejetaient l'Église et qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, évidemment, il n'y avait plus d'autorité morale supérieure pour réguler cette fureur populaire. Et c'est bien ça le problème, il fallait une autorité morale sévère et incontestable pour réguler tout ça. Ce fut, en France et dans les pays catholiques, le rôle de l'Église, et c'est pourquoi il y a eu beaucoup moins de sorcières brûlées. La chasse aux sorcières se termine officiellement le 25 avril 1672, au moment où le Conseil royal rend un arrêt qui interdit que l'innocence soit plus longtemps exposée à la calomnie et à l'avarice. Là encore, on voit que c'est une autorité supérieure, à savoir le roi et l'État naissant, qui met fin à ce phénomène devenu incontrôlable. En conclusion, pour reprendre un peu tous ces mensonges, la chasse aux sorcières n'a pas eu lieu au Moyen-Âge mais à la Renaissance, elle s'est d'ailleurs terminée au grand siècle, comme on vient de le voir. Elle a été l'œuvre de tribunaux laïques et elle a concerné majoritairement des pays protestants qui étaient dépourvus de l'autorité de l'Église susceptible d'arrêter tout ça. Ce qu'il importe de comprendre aussi, c'est que la chasse aux sorcières et la peur du diable fut avant tout la conséquence de la perte du sentiment religieux et non pas de son excès. Le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, toutes ces idées reçues sont tenaces et demeurent sur le Moyen-Âge. D'ailleurs, dans les années 70, sur l'impulsion des 68 arts, on leur dira jamais assez merci, on a accolé aux sorcières une image de femmes libres et indépendantes, oppressées par la tyrannique Église. Bon, ça, c'est même pas la peine d'y répondre, quoi. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles démystifications sur TV Liberté.